les entrailles de CKRL, voici les geeks contre Attaque! Samedi le 24 octobre 2015, bienvenue à cette nouvelle émission des Geeks contre-attaque. Mon nom est Éric Lajoie parce qu'on en a décidé ainsi. J'ai eu aucun veto là-dessus. Sinon, comment t'aimerais t'appeler? Je sais, c'est une bonne question, ça brûle pour point. Moi, j'aimerais ça m'appeler Conan, puis on en a un. Oh my God! Oh oui, à la co-animation cette semaine, Conan Arsenault, salut! Yes! Et un revenant ou presque, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu en studio, Maître Laurent Maheu, salut Mister! Bonjour tout le monde. Et Mikey G à la mise en onde. Pas toujours pertinent, mais toujours divertissant. Hey, c'est un gros constat, ça. Va falloir que tu vives avec C'est cette un réplique-là. fardeau avec lequel je me bats constamment et que je n'accepterai jamais, mais bon, c'est ma maladie et je l'assume. Excellent. Donc, sans faire plus de flafla, nous allons maintenant passer à... Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici la Geektualité. Alors, messieurs, que s'est-il passé dans les actualités geeks cette semaine, selon vous? Hey, les gars, si je vous dis Star Wars, ça vous dit quelque chose? Ouais, la Guerre des Étoiles, c'est sorti en 77. Il y a eu quelques suites. Toi, Moi, je connais juste la marche entre les étoiles, pas la guerre. pas la guerre, la ok, marche pour la paix entre les étoiles. Ouais. Mais non, donc, bonne nouvelle concernant Star Wars, Oui. concernant Netflix aussi. Ok. Oh oui. Oui, donc les usagers de Netflix Canada. Oui. Important ici, parce que c'est rare que d'habitude, quand on dit Netflix Canada, d'habitude, ça vient sous-entendre... Qu'on a quelque chose de moins que les Et autres. voilà, c'est du produit de moins bonne qualité. On a les cousins canadiens des films qui existent, comme, wow, on a le remake canadien d'un film pas très drôle. C'était le cas, il y a peut-être 2 ans, mais je te dirais que depuis 1 an, c'est quand même pas pire. Ouais, là. mais c'est pas... en tout cas. Ça s'est amélioré. Mais donc, les usagers de Netflix Canada vont être les premiers de pouvoir, les premiers à avoir accès à Star Wars. The Force Awakens. Ah? Oui. Ok. Donc, environ 8 mois après la date de sortie, on va pouvoir aller regarder Star Wars sur Netflix Canada. Donc, peut-être que le reste du monde va pirater Netflix pour aller au Canada, contrairement à... Au reste du temps. Voilà. Voyons, piraté. Personne qui fait ça. Parce qu'en fait, techniquement, c'est très légal, hein, pour nous les Canadiens. Je suis allé vérifier récemment, là, puis c'est dans nos droits d'utiliser un VPN pour accéder à un service qu'une compagnie comme Netflix nous offre. Ouais. Exactement. Donc, c'est pas du tout illégal. C'est parce que sinon, il aurait passé une loi Non, c'est chez ça. Netflix carrément pour bloquer l'utilisation. Puis c'est dans une zone grise, en tout cas. C'est ça. Il y a personne qui va aller en prison, mais on recommande peut-être pas. Parce que l'idée, c'est que d'utiliser un VPN peut être aussi une forme de protection pour certaines personnes, dépendant de qu'est-ce qu'ils ont à faire avec Internet, bien entendu. Donc, voilà. Hey, il y a un jeu qui vient de sortir qui s'appelle le credo de le credo de la non, comment non, le credo de j'arrive pas à le dire, mais en tout cas, tu sais, le jeu là qui est fait par la gang de Ubi. Voyons. Je connais pas ces noms-là. Donc, on sait aujourd'hui que c'est la date de sortie de Assassin's Creed Syndicate, développé par Ubisoft Québec. Oui. Donc, on est tous très fiers. Bravo, shout-out pour Ubisoft. On est tous très fiers. Et il y a un fan sur Internet qui, lui, s'est fabriqué le Hidden Blade, donc l'arme Oui, l'arme des assassins. L'arme des assassins, exactement. Mais elle a l'air très fonctionnelle. Donc, dans les vidéos qu'on va partager sur la page des Geeks, on le voit couper des toiles. Et après ça, il y a même un grappin attaché après. On va leur souhaiter surtout à Ubisoft Québec que la sortie de Syndicate, que le jeu soit plus près que Unity l'était l'an dernier. Ça avait été tout un flop, là, cette sortie de jeu-là. Unity, il y avait eu beaucoup de misère. Ouais, on va leur souhaiter la meilleure des chances. Évidemment, j'ai déjà entendu parler de la franchise Assassin's Creed, mais je n'ai jamais vu jouer personne à Assassin's Creed. Pouvez-vous me décrire la Hidden Blade?
Oh, c'est dans le fond, c'est quelque chose qui est sur l'avant-bras, dans le fond, caché sous la manche d'un long manteau, qui permet que la lame sorte à la hauteur un peu le même endroit que les toiles de Spider-Man, mettons. Au lieu qu'il y ait une toile qui sorte du bas de sa main, c'est une lame. C'est un genre de jackknife, mais c'est ça. Fait que tu peux mettre la main sur quelqu'un, puis sortir de la lame, la rentrer, puis il a fait une blessure, ça paraît pas, puis il peut s'en aller. Wow. Donc c'est ça. C'est une façon subtile de disposer de ses adversaires. Bon, ben le gars qui l'a inventé en vrai, il doit avoir plusieurs adversaires à disposer d'eux. Sûrement. Ouais, ben j'y souhaite. Non, en fait, j'y souhaite pas par non, on souhaite pas ça, n'est-ce pas? Autre chose. Moi, j'ai peut-être une mauvaise nouvelle qu'on a annoncée sur la page des Geeks, mais si vous n'êtes pas amis Facebook avec nous autres, peut-être que vous l'avez vu tant passer. Il y a les Mythbusters qui vont mettre fin à leur émission. Oui, les stupéfiants, ça va s'éteindre, là. Après la saison prochaine, ils vont avoir complété 14 saisons, totalement 248 épisodes, avec 2950 expériences. Donc, c'est un... Oui. OK, expérience... Dans le sens que des tentatives de prouver ou d'éprouver... pas point d'expérience. Non. Mais bon, c'est quand même... On peut pas dire qu'ils ont été retirés de façon hâtive. Ils ont eu une belle run, comme on dit, dans le fond. Quand même 14 saisons. Oui, ils ont gagné 7 Emmy. Et ils savent que c'est la fin. Ils se font pas couper. Donc, c'est pas une surprise. Donc, paraît-il que la dernière saison va se terminer sans aucune surprise, avec des explosions. Ouais, sur un gros bang. Je verrais pas autrement. Donc, ça va être à suivre. Nos copains des Mythbusters, dans le fond. Je sais que Phil, notre chroniqueur, est un très grand fan de cette émission-là. Justement, pour les gens qui veulent plus de Adam, il y a un channel YouTube qui s'appelle Tested, que d'ailleurs on a mis aussi en lien sur la page des Geeks. C'est principalement lui qui construit des affaires, puis il essaye plein de trucs. C'est un peu moins... ça suit pas le même format que Mythbusters, mais Tested. J'avais suivi quelques épisodes quand il faisait ses propres costumes pour aller au Comic-Con. Oui. Parce que il va toujours là-bas incognito avec des costumes très élaborés. Et il explique comment il l'a construit, tout ça. Là, une des dernières fois que j'avais vu, c'est l'an dernier, il avait fait les costumes d'astronaute de 2001, l'Odyssée de l'espace, de façon tellement exacte que ça en était épeurant, sauf qu'il y a eu tellement chaud qu'il a fallu qu'il installe le système de refroidissement à l'intérieur du costume parce qu'il c'était pas... On se rappelle que c'était à San Diego et c'est pas notre climat à nous, mettons. Là. Ouais, ça doit pas être très, très frisquet. Ouais. Parlant de YouTube, cette semaine, ils ont annoncé YouTube Red, à ne pas confondre avec RedTube. C'est très dangereux à faire comme association de mots. Ouais. Alors, c'est un service premium sur YouTube. Pour 10$ par mois pour les Android et 12$ pour les Apple, vous pouvez avoir l'inscription YouTube, les vidéos sans publicité, la possibilité d'enregistrer des vidéos et de les écouter lorsque vous n'aurez pas Internet. Donc, si jamais vous faites du camping, mais vous devez écouter une vidéo sur comment faire des feux de camp, vous pourriez le télécharger. Donc, présentement, 99% du contenu, selon les estimés, serait disponible là-dessus parce qu'il y a une entente spéciale avec les gens pour que leurs vidéos soient mises sur YouTube Red. Okay. Donc, il y a certains producteurs de contenu qui pourraient théoriquement refuser, mais selon YouTube, 99% des producteurs l'auraient fait. Considérant qu'il y a des milliards de vidéos, mais c'est sûr que le 1% restant, il est non négligeable. Mais pour des gens comme nous, ceux qui ont des petites chaînes, ceux qui mettent des vidéos pour le plaisir, ça ne nous affecte pas. C'est ceux qui ont un revenu avec ça, là, ceux qui ont mais en fait, des il y a un phénomène pas un phénomène, il y a un système de channel où est-ce que des entités corporatives qui ont sous leurs ailes des différents postes. Donc par exemple, nous en tant que geek, si on reçoit une plainte sur notre chaîne YouTube, il faut qu'on se débrouille tout seul, mais si on appartenait à une chaîne de post YouTube, c'est eux qui nous défendraient dans le fond pour dire. Donc si on faisait la critique d'un jeu, on met un morceau du jeu dedans et qu'on se fait poursuivre, on se fait avertir par la compagnie qu'on n'a pas le droit. Pour se défendre, pour dire que c'est une critique donc légale, il faudrait qu'on le fasse nous-mêmes avec les moyens, tandis que si on appartenait à une de ces chaînes-là, ça tomberait sous cette aile-là, donc on est plus backé. Mais donc c'est pour ça que c'est les grosses chaînes que vous aimez sont probablement toutes disponibles. Si vous êtes tanné d'avoir des publicités,
10 ou 12 $ par mois, là, c'est un calcul à faire, là. Récemment, j'ai utilisé un nouvel ordinateur qui n'a pas de bloqueur de fenêtre, et je pourrais comprendre que ceux qui écoutent des publicités à chaque vidéo YouTube, vous allez virer fou. Donc, pour 10$ par mois, moi, je pense encourager ça lorsque ça va sortir. Yes, puis on va voir aussi si ils vont commencer à produire du matériel exclusif à leur chaîne premium. Donc, s'ils cherchent un montant par mois, est-ce que ça va devenir un peu tranquillement le chemin que Netflix et Amazon Prime ont fait et que YouTube va se mettre à peut-être ou non produire du contenu exclusif pour leur chaîne? D'après moi, c'est quelque chose qui on peut déjà commander certains films sur YouTube. Je me c'est souviens vrai que The Interview était payant sur YouTube. Oui, il y a beaucoup de films. D'ailleurs, tu fais une recherche sur un film, souvent le premier résultat, c'est le film en location sur YouTube. Oui, exactement. Donc, c'est quelque chose qui est maintenant déjà disponible. Hey, j'ai une colle pour vous autres. Oui. Qui était Pierre Boulle et comment est-ce qu'il a engendré l'une des plus importantes franchises d'Hollywood? Pierre Boulle. Oui. Peux-tu Est-ce que tu l'as traduit de Peter Bull? Est-ce que Non, tu Pierre Boulle. l'utiliser dans une phrase? Ben, Boulle, B-O-U-L-L-E. Si vous ne connaissez pas la réponse à cette question, Ouais, genre ben, comme nous autres. il y a un de nos suiveurs, un de nos auditeurs favoris, Rémi Bastien, qui m'a envoyé un courriel. C'est un livre aux éditions Urtubise. C'est le dictionnaire de la science-fiction. Ça vient de paraître le 22 octobre dernier. Ça répond à la question que je viens de poser, dont je ne connais pas la réponse. Évidemment, il y a qu'est-ce qui a inspiré la forme du Faucon Millenium dans la Guerre des Étoiles, quel écrivain tchèque a inventé le mot robot, et plusieurs d'autres réponses à des questions que vous ne vous posiez probablement pas, mais c'est dans la catégorie beaux livres parce qu'il y a beaucoup d'illustrations, des superbes photographies également. Donc, ça nous informe sur comment 200 œuvres de science-fiction ont conquis le monde, comment elles sont nées et comment elles ont évolué. Et Yes. sur la couverture, ben il y a un beau petit dessin de, on dirait, une vue à vol d'oiseau de l'Enterprise. Alors, voilà. Hey, parlant de science-fiction, Oui. on y va-tu en musique? Hey, oui! La chanson de la semaine! Chanson de la semaine numéro 1. Et là, on y va circonstanciel. Donc, il y a de cela 3 jours, nous étions le 21 octobre 2015. Cette date-là pour... Chronique du futur! Ouais, vole pas le punch, Mikey. Donc, c'est ça. C'était la date dans laquelle Marty McFly et Doc Brown, dans Retour vers le futur 2, décidaient de voyager dans le futur. Einstein. Et Einstein, le Et chien. la blonde. Oui. Ouais, c'est ça. Et la blonde qui avait mystérieusement changé de face en 5 minutes. Jennifer? Ouais, c'est ça. Qui était jouée par une autre actrice au début du deuxième. Elisabeth Chou dans le premier puis dans le deuxième. Non, c'est Elisabeth Chou dans le Dans le deuxième. Et dans le premier, je me rappelle même plus de son nom. Voilà, C'est ça. Donc c'est la date dans laquelle Marty allait dans le futur pour essayer de... Ou devrait-on dire le passé? Ouais, c'est ça. Parce que dans le fond, il allait dans le futur voir des skateboards volants et des... Jusqu'à la date du 21, c'était techniquement le futur, mais là, maintenant, on est rendu plus loin que ça, donc il va Exactement. dans le passé par rapport à nous. Je comprends plus rien. Oh my God. C'est vrai, dans le fond, il allait dans le passé. Donc, on va passer le thème principal de Retour vers le futur, de la trame sonore de Retour vers le futur 2, parce que soyons exacts. Et on vous fait jouer ça. C'est composé par Alan Silvestri, et on écoute ça au Geek Contre-Attaque.
Nom de Zeus! Effectivement, donc c'était le thème principal de Retour vers le futur 2, donc pièce numéro 1 de la trame sonore, si vous cherchez la version exacte de ce qu'on vous a fait jouer. Hey, Donc, franchement, les gars, là, je suis déçu. Hein? Vous savez pas en quoi Pierre Boulle a révolutionné presque le genre de la science-fiction. non, mais si je saurais tout... Une deuxième fois? C'est lui l'auteur de La planète des singes, le roman. Oh! Ben oui, c'est vrai. Le pire, c'est que je me rappelle avoir su ça et je l'avais oublié. Là, Et voilà. Ben merci à Rémi Bastien qui m'a permis de vous out-geeker car il m'a appelé durant la pièce musicale. Puis il nous écoute en direct en plus. Direct, oui, yes. excellent. D'ailleurs, je pense qu'il est mort le 31 janvier 1994, là, si ma mémoire me trompe pas. Oui. Ta mémoire à plusieurs gigs. Voilà. Ouais. Il est né le 20 février, quelque chose. Hein? Oui, si... Oui, c'est ça. Ah, il y avait une moustache. Bon, ok, on arrête là. OK, C'est puis, bon. ben, on repart. On part. Chronique jeux vidéo! Alors, on évoque une chronique jeux vidéo. De quoi qu'on parle en premier, messieurs? Alors, chronique jeux vidéo, je l'ai annoncé à la page Facebook en coulisses que je voulais faire une chronique aujourd'hui. J'étais le nom du jeu que je voulais faire une chronique dessus parce que ce n'est pas un jeu sur lequel je vais faire ma chronique, ce sont sur les joueurs de jeux. Nous, les geeks, les amateurs, consoles, PC, n'importe quoi. Les gamers. C'est une forme d'éditorial, donc je voudrais nous choquer un petit peu tous et nous adresser la parole, nous parler dans le blanc des yeux ou dans le vert des oreilles. Mesdames et messieurs, arrêtez de précommander des jeux. Oui. Arrêtez d'être excité de manière à ce que votre portefeuille crache de l'argent avant que le jeu ne soit sorti. Je vous dis pas de pas acheter un jeu. Je vous dis pas qu'il y a des jeux qu'il faut pas acheter. Je vous dis que donnez pas votre argent aux entreprises avant qu'il vous ait démontré hors de tout doute que le produit est de qualité. Donc, pour faire ma recherche, je suis allé voir sur les internets et j'ai trouvé une courte liste. Il y en a beaucoup plus de ça, mais juste pour qu'on se rafraîchisse la mémoire. Parce que la mémoire a la beauté d'oublier les mauvaises affaires et juste de se souvenir les bonnes. Donc, je vais faire un petit périple dans le temps de tous les jeux qui étaient mardes à leur sortie. Donc, si vous avez payé avant que ça sorte ou la journée 1 parce que vous avez dit « Ah, faut que j'aille au magasin l'acheter, c'est épouvantable », mais vous avez été perdant. Alors, tout le monde adore Valve. Fantastique compagnie, créateur de Steam. Oui. Le jeu Half-Life 2, à sa sortie, ne fonctionnait pas. Parce que les gens qui l'achetaient sur CD, on parle en 2004, devaient le faire activer sur Steam, et Steam était pas capable de supporter la charge. Donc, vous achetiez votre jeu, et pendant presque une semaine, vous étiez incapable de jouer à Half-Life 2. Maintenant, on parle de Half-Life 2, c'est un chef-d'œuvre, tout le monde devrait l'avoir, mais jour 1, il ne fonctionnait pas. Donc, vous l'avez acheté, vous l'avez payé 60$, eh bien, vous aviez un beau CD en attente d'une connexion Internet. World of Warcraft, un classique, ça définit le genre au fil des années. Oui. Pendant plusieurs mois, les serveurs étaient lents. Il y avait des listes d'attente d'au-dessus de 1000 personnes et ça faisait des crashs qui nous forçaient à revenir au serveur d'authentification. Et le premier DLC qui est fait, le Burning Crusade, avait ces mêmes problèmes-là. Oui, Diablo 3 qui a eu des problèmes similaires à la sortie. Diablo 3, le prochain prochain sur ma liste. Alors, ceux qui l'ont acheté en précommande ou la première journée, vous avez connu l'erreur 37 ou son petit frère, l'erreur 73. Et les gens qui étaient connectés pouvaient se faire désynchroniser. Même si vous vouliez jouer seul, la façon que Diablo 3 était conçu, vous deviez absolument vous faire connecter sur Internet. SimCity, Ben, j'allais dire. en 2013. Oui, ça, je me souviens que ce jeu-là avait fait beaucoup de vagues par rapport au fait qu'il était brisé à la sortie. Alors, on s'est fait mentir que le jeu ne pouvait pas fonctionner sans connexion Internet, mais au-delà de tout ça, c'était impossible de se brancher correctement, à un tel point que pour que ça fonctionne au bout d'une semaine, il a fallu que EA désactive des options de jeu
pour qu'il y ait une charge moins lourde sur le serveur. Et les critiques après ça ont dit quel jeu très ordinaire. Grand Theft Auto 5 en ligne. Oui, le mode online a pris beaucoup de mois avant de s'installer. Oui, il a pris beaucoup de temps. J'ai fait partie de ceux qui ont été dans les premiers joueurs à attendre. Donc, difficulté à rejoindre le serveur, tellement de lag que ça crée des bugs lorsqu'on joue. Pour se faire pardonner, si ma mémoire est bonne, Rockstar a comme donné $1 million dans le jeu aux joueurs ou quelque chose dans le genre, une petite récompense. Batman Arkham Knight sur PC, tellement buggy. Première, ça j'avais jamais vu ça de ma vie. Tellement planté que Warner Brothers a arrêté de vendre le jeu pendant 1 semaine sur Steam. Donc les gens l'ont précommandé, ils ont fait je vais avoir un costume de Robin. Les gens l'ont acheté la journée 1. Ils se sont rendus compte à quel point le port sur PC avait été mal fait, qu'ils ont arrêté de vendre le jeu. Mais justement, t'as soulevé le point que oui, mais comment je vais faire pour avoir moi le costume supplémentaire en petit tutu rose pour Batman parce que je le veux, puis il y a pas moyen d'autre que si je le précommande. Vous voulez vouloir, c'est pas pareil. C'est le marketing là, ils nous disent pas en passant, j'ai un jeu qui sort, je pense que tu vas aimer ça. Ils disent achète, t'aimes ça, achète. Et on a oui, j'achète. On continue avec ma liste, là. Il y a Witcher 3 aussi qui avait un framerate horrible à sa sortie puis qu'il a fallu attendre des patchs après une semaine ou deux avant que le jeu soit comme jouable. Dead Island, oui. Quand c'est sorti, ils ont mis la mauvaise version sur Steam. C'était une version de développeur qui venait avec des cheats et des bugs et ils s'en sont rendus compte une journée après. Ben voyons. Assassin's Creed Unity, les co-op fonctionnaient pas, les faces des NPC étaient horribles et fondaient comme dans Indiana Jones et l'Arche. Les critiques, ça c'est une autre chose. Les critiques du jeu avaient un embargo jusqu'à 12 heures après la sortie du jeu. Donc normalement, moi j'ai un jeu vidéo, je vais l'envoyer aux critiques 1 semaine à l'avance. Puis je vais dire, vous avez pas le droit d'en parler avant la veille ou 2 jours. Comme ça, tout le monde a le temps de jouer au jeu. Et ensuite, quand la journée sort, ils ont eu le temps de travailler sur la critique. Là, c'est l'inverse. Ils ont dit, vous avez pas le droit d'en parler jusqu'à 12 heures après la sortie du jeu. Ça, là, quand après que le mal soit fait. Ouais, exactement. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'ils savaient que le jeu était marde. Ils savaient que le jeu était buggé. C'est pas une surprise, genre, oh mon Dieu! Ils savaient que si les critiques avaient le droit d'en parler avant, ça allait nuire aux ventes. Ben, il y a Alien Colonial Marines qui avait eu un embargo horrible sur le jeu et ça a donné un résultat qui était tellement c'était même pas un bêta. Ça a passé proche d'être le E.T. de sa génération. Et même, ça c'est dans mon autre section, la déception des jeux, les bandes annonces qu'ils avaient faites pour Alien Colonial Marines montraient du contenu qui était pas dans le jeu. Oui, le graphique était meilleur, c'était des scènes scriptées qu'ils ont utilisées pour puis ce qui disait les séquences qui étaient dans le gameplay entre guillemets était dans le fond sur un engin que le jeu pour vrai était pas capable de jouer. Donc les graphiques qu'on voyait le jeu étaient pas les mêmes. Watch Dogs a eu le même problème. Ils nous ont présenté un produit qui était comme 10 fois meilleur que ce qu'on a eu dans les mains. De quoi on continue. Final Fantasy XIV. Le jeu tellement mauvais qu'ils ont tué le monde. Ils ont sacré les responsables dehors et ils ont arrêté le jeu. Maintenant, paraît-il que depuis qu'il est relancé, il est super bon, mais pour que Square Enix, ferme un serveur, disent tout le monde on s'excuse, ils font un mea culpa là. Ils font un seppuku, ils disent on tue le serveur, on revient à quelque chose de nouveau. C'était du jamais vu. Battlefield 4, le multiplayer complètement buggé, des lags, un bug que j'ai vu, des balles que tu tires à gauche mais ça pogne à droite. Et il y avait un bug très humoristique que si t'étais un sniper, un tireur d'élite, et que tu mettais un silencieux sur ton arme, ça mettait tout le serveur à mute. Ça, c'est du silencieux. Alors, pour se faire pardonner, là, je fais les guillemets dans les airs, ils ont donné 1 semaine aux joueurs avec un bonus de double expérience. Total War, Rome 2, complètement buggé, un crash, mauvaise performance, mauvaise texture. Je pense que le Metacritic c'est un des pires. Je pense que c'est à 32 de Metacritic si je ne m'abuse. Master Chief Collection, vous adorez Halo, vous dites tous les Halo regroupés sous une même collection. Puis remasterisé en plus. Remasterisé, tu peux jouer multiplayer sur toutes les Halo, n'importe quoi. Ben ça marchait pas. Il y avait tellement de bugs que je n'ai pas pu faire la liste. Et ils se sont dépêchés, ils ont fait une patch
sans tester la patch et ça crée de nouveaux bugs et ça plantait encore. Donc, il y a des jeux dans la collection qui étaient impossibles de jouer. On en a parlé, Watch Dogs, on nous a vendu un superbe jeu. Je me souviens que j'étais particulièrement excité à l'idée d'acheter ce jeu-là et quelle déception amère. Et les graphiques ont été diminués, les performances étaient boboches et c'était un jeu Ubisoft. Dans le sens que tu joues un bonhomme, tu débloques un morceau de la zone. C'était Assassin's Creed, mais avec des cellulaires. Le jeu Evolve, où est-ce qu'ils ont commencé à faire la publicité pour les DLC. Il est même pas sorti encore. Non, il est sorti. Ah, il est sorti. Oui. Ils ont fait des précommandes 1 an avant la sortie du jeu. Puis il est déjà plus cher, il est déjà comme à 20$. Ouais, c'est ça a pas levé. Parce que c'est un jeu purement coop, et si les gens jouent pas, et le jeu est ordinaire. Maintenant, ça, c'est ceux qui ne fonctionnaient pas. J'en ai plusieurs. Des fois, il y a des titres que je connaissais pas, fait que je les ai coupés. Maintenant, il y a des jeux qui sont juste mauvais. Qui sont vendus comme étant la nouvelle version de la marde de pape, mais qui sont pas bons. The Order 1886. Ça a l'air qu'il était bon, mais qu'il était trop court. Beaucoup trop court. C'est un jeu de 6 à 8 heures, dont la moitié c'est des cutscenes. C'est ça. Forza 5, un jeu de course, avait la moitié du contenu de Forza 4 en termes de voitures et de pistes. Et pour débloquer des nouvelles voitures et des pistes, il fallait simplement acheter avec de la vraie argent, pas à accumuler. Dragon Age 2, après le succès de l'excellent Dragon Age 1, ils se sont dépêchés rapidement et ils ont sorti un jeu avec des cartes copier-coller, des cavernes toutes similaires. Aliens Colonial Marine, on en a parlé. Duke Nukem Forever. Qui a pris 14 ans à sortir. Et j'ai écrit Nuff Said. Deux, en rétrospect, Sonic 06 puis Sonic Boom, des jeux à chaque fois que des fans disent « Enfin! Sonic revient! On est content! » Là, ils se mettent à baver. 2 jeux de merde. Elder Scrolls Online. Je dis pas que c'est un jeu de merde, mais je dis que c'est clairement pas un bon Elder Scrolls. Dans le sens... c'est pas la même équipe qui l'a conçu de toute façon. Ils voulaient taper dans les MMO. Et c'est mitigé comme un résultat. Là, et Titanfall. Qui est super bon. Un boss bon. de 1 semaine, ce jeu-là, puis après ça, il a disparu de la map. Après ça, c'est comme... Been there, done that. Donc, ce sont, rapidement, là, ce sont des conséquences des dates de sortie imposées aux développeurs. Ils disent, hey, en passant, on sort ça le 16 octobre. Puis là, le monde font, on n'est pas prêt. Ils font, on sort ça le 16 octobre. Eh bien, ça sort avec des bugs. Ça sort, et c'est pour ça que la majorité des jeux, même s'ils sont pas excessivement buggés, sortent avec une patch la première journée. Sans compter que quand on précommande un jeu, c'est que les compagnies se sont habituées à ce modèle-là et ils vont prévoir le budget du jeu, le marketing en fonction du montant. Et ils vont prévoir que le succès du jeu vont le juger en fonction du nombre de précommandes qu'il y a au lieu du nombre de ventes une fois le jeu sorti. Exact. Donc déjà, ils vont prévoir des suites au jeu ou prévoir des serveurs supplémentaires en se disant parce que les précommandes sont bonnes ou pas. Mais l'idée, c'est que dans le fond, ils basent tout ça sur du vent. Tout ça sur du fait que les gens achètent sans avoir le produit dans les mains. Et c'est pas le genre de mentalité qu'on veut que les grosses compagnies aient avec les consommateurs, étant donné que dans le fond, c'est une business de promesses pour l'instant. c'est rarement livré. Là. Et c'est pour ça que je vous dis pas de pas acheter des jeux, je vous dis pas de pas acheter Assassin's Creed, je vous dis pas de pas acheter Fallout 4, mais laissez le temps à ce qu'il vous prouve que le produit est bon. Oui, qu'il existe. Achetez Fallout 4 à $70 maintenant, là. 70$. Je sais pas c'est quoi. Ça se peut qu'il soit plate. Soyons francs, là. Ça se peut que la simulation... C'est très surprenant. Non, mais ça se peut que la simulation puis la construction... Tu sais, le monde dit que Fallout 3 était correct parce qu'il joue à New Vegas, parce qu'on a un point de comparaison. Deus Ex Human Revolution, il y avait une augmentation qui faisait rien. Une augmentation que tu pouvais faire, là, je pense que c'était l'œil ou quelque chose, ça n'avait aucun impact sur le jeu. Ils ont sorti ça avec quelque chose qui ne sert à rien. Quelque chose de big, là. C'est pas genre, si tu vas dans le coin du mur, puis que tu sautes, que tu vas dans le menu, tu fais Alt-Tab, tu passes au travers du mur, tu te retrouves dans le néant. Non. Il y avait une augmentation qui ont fait, on n'a probablement pas le temps. Mais Deus Ex, d'ailleurs, pour le prochain Mankind Divided, il avait fait un style de précommande qui était... dans le fond, personnaliser votre précommande. Tu choisissais qu'est-ce que tu allais obtenir en précommande sur le jeu. Et ça a été reçu tellement négativement qu'ils ont complètement arrêté leur précommande. C'était pire que ça. C'était une précommande de plusieurs niveaux. Donc, quand toi, tu précommandes, tu peux débloquer un des 3. Est-ce que tu veux jouer discret, stealth, armé, ou tu le sais. Et là, ensuite,
pour que ça augmente, il fallait que plus de monde précommande. C'est un genre de Kickstarter pre-order. Précommande, comme ça, si on atteint tel niveau, on va choisir un niveau 2, un niveau 3, et ultimement avoir le jeu 4 jours plus tôt. Et ça a été très mal reçu comme ça a été comme texte. Très mal reçu. Parce que, très rapidement avant la publicité, il y a un phénomène psychologique, the psychology of commitment. Imaginez que vous voulez convaincre quelqu'un de quelque chose d'épouvantable. Il faut commencer par le convaincre de petites choses. Donc, on parle, je dis, hey, toi, serais-tu d'accord à donner 5$ pour encourager Mikey pour qu'il fasse un jeu? Ah, tu fais, ah, ouais. Et là, après ça, une fois que tu as fait ça, que tu as investi, ne serait-ce que psychologiquement, t'es plus propice à continuer. Un exemple qu'ils ont fait en temps d'élection, ils ont demandé à du monde de mettre pour 5$ une petite affiche sur leur je suis pour l'éducation. Il y a du monde qui ont dit oui, il y a du monde qui ont dit non. Ensuite, ils sont passés et ils ont demandé au monde, est-ce qu'on pourrait mettre une grosse affiche qui dit défendons les enseignants. Ceux qui ont dit oui la première fois ont dit oui à la deuxième, beaucoup plus que le groupe qui avait dit non. Parce que ceux qui ont déjà eu une petite affiche, mais ont une plus grosse affiche. Oui, c'est ça, c'est une t'es commis, là, t'es comme t'as de l'argent dans le pot, puis t'as une main qui est moyenne, mais t'as de l'argent dans le pot, fait qu'il faut que tu continues. Quand ça commence, d'habitude, c'est plus facile de continuer. Ouais. Et pourquoi est-ce que je parle ça avec les précommandes? C'est qu'imaginons que j'ai précommandé Fallout 4 et qu'il s'avère que au jour 1, c'est soit que c'est un produit de merde, c'est possible, soyons francs, et ou que c'est buggé. Ben moi, je veux dire que c'est pas si pire, que c'est pas vraiment buggé. Ah, tu as justifié tes choix. Que justifier mes choix parce que j'ai investi sur ce choix-là, donc psychologiquement, la guerre des consoles, pourquoi est-ce que mon Super Nintendo était meilleur que Genesis? Parce que c'était le mien. Pourquoi est-ce que mon ami pensait que son Genesis était meilleur que mon Super Nintendo? C'est parce que lui, il avait un Genesis. Il y a personne qui va s'acheter de quoi. Mon téléphone. Donc, précommander obscurcit notre jugement du produit qu'on obtient. Exactement. Voilà. Hey, faut qu'on quitte pour la pause, puis on revient tout de suite après pour la suite des Geeks contre-attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse, et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Salut les geeks! Vous avez soif d'informatique, de cinéma, de jeux vidéo, d'humour douteux et de tout ce qui se passe dans les confins de l'Internet? Eh bien, abreuvez-vous à la source des Geeks contre-attaque, tous les samedis 14h à CKRL 89.1. Et sinon, vous pouvez boire un verre d'eau, hein. C'est tout le temps un winner de s'hydrater. C'est important, l'eau dans la vie, j'ai plus rien à dire, là. Et nous sommes de retour pour la suite de l'émission Les Geeks contre-attaque. Et on vous parle de quoi? Ben, le thème, je veux juste me vanter parce que le thème m'a inspiré quelque chose. Oh. J'ai récemment recommencé à jouer au Zelda. Oui. J'ai fait le tour de Zelda 1 et j'ai tout récemment fait le tour de Zelda 2. Oui. Qui est, ma foi, très difficile. Alors, je suis fier de moi. Le mal aimé, parce qu'il était très, 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 très différent de c'est celui qui est en side-scroller. Ouais, c'est ça, celui qui est en 2D. Et ils sont revenus à la formule de l'original avec celui au Super Nintendo. Cependant, le 2, mal aimé pour les mauvaises raisons. Il y avait quand même de quoi de le fun dans le concept. Puis moi, j'avais quand même aimé jouer à ce jeu-là. Oui. Puis, mais c'est ça, il était tellement... C'est dans celui-là qui est le I Am Error. Exactement. Oui. Il y a plein de classiques dans le 2, mais bon, c'est comme voilà, je me tais. Chronique Cinéma! Oh, il y a eu des belles nouvelles côté cinéma cette semaine. Oh oui. Tout d'abord, je vais commencer par une niaiserie, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Thor confirmé dans... Hulk qui va être confirmé dans Thor Ragnarok. Oui. Pourquoi pas? Est-ce qu'il va lever Mjolnir? Ça reste à voir, mais... Est-ce que si Hulk lève Thor qui tient le marteau, ça... Non. Non. On va pas là.
Les geeks, qu'est-ce que vous en pensez? On va s'en parler sur Facebook tantôt. J'embarque rapidement sur la chronique film de mon collègue Conan. Oui. Pour parler de la bande-annonce de Star Wars. Oui. Mais pas parler de la bande-annonce de Star Wars. Je veux parler des réactions à la bande-annonce de Star Wars. Je fais un tour rapidement de ce que j'ai trouvé. Il y a quelqu'un qui dit que je fais la traduction là, de libre. Incroyable. Je me considérais comme un critique sévère, mais je vois qu'après la publicité, j'ai applaudi. Ça va être incroyable. La bande-annonce ça m'a donné l'impression que ça durait 5 secondes. Je me déteste pour tous les doutes que j'ai eu. À quoi je pensais? J'ai analysé chaque morceau, chaque petit bout. Puis j'avais peur que toutes les reshoots et les deadlines auraient eu un impact sur le script de George. Darth Maul a l'air incroyable. Jar Jar Binks va faire le film. Quoi? Oh non! Arrête! Ce sont les critiques de la bande-annonce de Phantom Menace. Fait que ça, c'est pour vous dire que avant que vous commenciez à faire une prière à côté du prochain film, en 97, quand les bandes-annonces sont sorties pour Phantom Menace, il y a une quantité phénoménale de critiques qui ont joui et qui ont dit que peu importe les doutes qu'il y avait, ils étaient convaincus. La présence d'un jeune Anakin est tragique parce qu'on sait vers où on s'en va. Jar Jar Binks va faire le lien entre les enfants pour expérimenter quelque chose de nouveau et donner un peu d'humour. Les critiques, après une bande-annonce, ont vendu le film. Quand je vous parlais de commitment, là, c'est un exemple. Si vous dites après la bande-annonce que le film va être le meilleur au monde, ben vous aurez pas le choix, après avoir vu le film, de dire que c'est le meilleur au monde, parce que sinon vous êtes tweet d'avoir dit « Ah, la bande-annonce, je me suis fait avoir! Toi? Oui, moi aussi, je me suis fait avoir! Ouais! On est influençable! » La seule chose que je peux dire pour ma défense, parce que j'ai fait clairement partie des gens qui ont trippé sur le premier trailer Star Wars, le trailer de Phantom Menace fait partie des meilleurs trailers parce qu'il a été édité par quelqu'un d'autre que George Lucas. Mais le trailer est un parfait exemple du pouvoir d'une bande-annonce. Parce que le trailer est, même encore maintenant, en 2015, est vraiment... Quand on le sait avec le recul, on sait le contenu, puis on sait que c'est pas bon, ça, mais le trailer est parfait. D'ailleurs, en parlant de Star Wars, vite, avant de commencer ma petite chronique, le nouveau trailer, la nouvelle bande-annonce a battu un record que l'ancienne bande-annonce avait eu. Donc, l'ancienne bande-annonce avait eu un total de visionnement de 88 millions de visionnements en 24 heures, qui était un record. Et là, le nouveau trailer a complètement explosé avec 128 millions de visionnement en 24 heures. En 24 heures. Donc, vraiment, 55 millions de plus. La bande-annonce est prometteuse quand même. Oui, puis, moi, je continue à dire que ça va être la plus grosse entrée de l'histoire du cinéma. Et il y a eu une bande-annonce pour avertir que la bande-annonce allait sortir. Ben oui, mais ils font ça, c'est pas grave. Non, mais voyez-vous à quel point on est rendu... Ben oui. On est vraiment des animaux, puis ils disent, regarde, avance par là-bas, là, c'est... Ils font de la pub pour dire quand est-ce qu'on va pouvoir enfin acheter des jouets pour le film qu'on n'a pas vu. Yes! Bienvenue dans le monde de la désillusion, Laurent. Je t'accueille à bras ouverts. Mais honnêtement, dans une année où ce que Jurassic World a battu les records qu'il a battus, pour un film correct, mais qui mérite pas vraiment d'avoir eu autant de succès, c'est pas aussi gros que l'argent qu'il a fait, tant à suggérer. Donc, d'après moi, Star Wars, ça va être énorme. Là. Moi, je suis sûr que ça va battre tous les records de l'histoire du cinéma. Oui, Jar Jar Binks, c'est vraiment là. Ah non, on parle du nouveau. On parle de Jar Jar Abrams. Ouais, c'est ça, JJ. Donc, bon, hey, les gars, il me reste pas beaucoup de temps. Je vais faire un petit review rapide. J'ai vu un film avant hier. Un film que j'attendais quand même assez impatiemment parce que, bon, premièrement, produit par Netflix. Donc, je le voyais. Oui, c'est vrai, le premier film qui a été comme financé par Netflix. Exactement. Beasts of No Nation de Kari et Joji Fukunaga. Donc, qui a été, en fait, mis à popularité par l'excellente série True Detective saison 1. Oui, et ça met en vedette Idris Elba. Exactement. Oui. Iris Elba, que moi j'appelle. Donc, j'attendais ce film-là parce que non seulement je voyais la pub tous les jours à chaque fois que j'écoutais Netflix, mais là, Laurent va me dire que j'avais pas... Non, en tout cas, c'est pas grave. Donc, puis en plus, j'aime beaucoup Kari Fukunaga, pardon. J'ai écouté ça avec un de mes bons amis et puis on a été vraiment, sincèrement, assez déçus du film. Okay. Pas au point de vue de la production, ni au point de vue du jeu des acteurs. Parce qu'en fait, on suit un jeune... Agu qui se fait recruter dans l'armée de Eris et
dont il est le chef charismatique. C'est parce que le film, en essence, c'est vraiment juste, une fois que le petit gars s'est fait prendre, ben, tout ce qu'on vit, c'est pas mal juste des raids dans un village, avec, entrecoupés de speech, de Idris Elba, qui sont, c'est des bons speech, mais sauf que, après 3, je sais pas à quel point j'ai encore envie d'écouter ces visions de la vie c'est ça puis faut Et ça devient répétitif. ça devient répétitif puis mais c'est surtout qu'il y a pas de on sent pas d'arc d'écriture dans le sens que on se dit pas le personnage va pas vers quelque chose. Okay. Il est plus un peu barouetté d'un bord puis de l'autre au fil des événements qui se passent. Il subit ce qui arrive au lieu. Ce qui arrive, c'est pas nécessairement une faute dans un film nécessairement. Le Grand Lebowski, c'est principalement juste ça, puis c'est un excellent film. Mais là, on suit un petit gars, puis le petit gars est un petit peu inintéressant. Tout le monde est un peu blême, même si on parle de soldats. Ouais. Malgré la violence quand même, ça reste un peu. On dirait que ça veut choquer, mais que ça va pas assez loin pour vraiment choquer. Vraiment, les critiques sont quand même bonnes. Les critiques sur IMDb, là, je vois que la note est de 8 sur 10, puis le Metascore de 79 sur 100. C'est des bonnes notes. Il y avait eu des bonnes critiques. Il a passé au Festival du film de Toronto, je pense. Puis il avait peut-être pas été capable de trouver une compagnie de distribution qui allait être capable de débarquer, de là le choix de Netflix. À savoir, est-ce que c'est quelque chose qu'ils vont répéter dépendant du succès puis du nombre de vues qui va être... Parce que Netflix c'est toujours c'est des hit and miss. Là. Ouais. Ils savent jamais vraiment, même si ils étudient beaucoup leurs produits, là, ça reste toujours un gamble de faire un produit. La qualité des séries télé c'est nettement améliorée. Oui. Je veux dire, on s'entend là, avec Jessica Jones qui s'en vient, les bandes annonces sont vraiment prometteuses. Donc, par contre c'est ça, c'est que série télé c'est quand même un plus gros commitment qu'un film. Oui. Là. Je suis surpris qu'il y ait eu du succès avec les séries télé avant de se lancer en film. Ben moi en fait là, pour être honnête, je pensais que c'était une série télé Beast of No Nation. Quand je regardais juste le preview de la bande-annonce qui jouait dans la haut de la page de Netflix, je pensais que c'était une série télé, puis comme c'est peut-être ça qui m'a un peu pris de court quand j'ai vu que c'était un film. Ah bon, c'est un film 2h30. Ah bon, ok, 2h30 d'enfants soldats. Ouf, tu sais, je m'attendais à voir vraiment le pire de l'humanité, puis finalement on voit un peu des choses, on voit des séquences d'action bien faites, tu sais, parce que c'est vraiment les valeurs de production sont vraiment là. On voit que c'est pas de shape, c'est bien fait. Le monde savait ce qu'il faisait. C'était justement ma prochaine question, parce que tu parlais beaucoup de la scénarisation, de l'histoire en tant que telle, mais étant donné le budget derrière Netflix, je me posais la question, est-ce que c'est bien réalisé? Oui, c'est très bien, c'est quand même très bien réalisé, mais la réalisation est quand même assez discrète dans le sens qu'il y a pas il y a pas eu de moment que moi et mon ami on a eu un espèce de wow, t'as-tu vu, tu sais, cette mise en scène là, ce plan là, c'est complètement incroyable. Il y avait pas de cinématographie qui est de base. Belle, la jungle est très belle, les routes de terre rouge et bon, tu sais, oui, c'est beau, mais il y a pas de moment vraiment que c'est comme oh wow. Faut que le monde voit ça, tu sais. Mettons, j'essaie de comparer un peu le film qui me vient le plus proche de ça, c'est La Cité de Dieu. Je sais pas si vous l'avez vu. Oui, un classique. Un film vraiment extrêmement dur, qui se passe dans les favelas au Brésil, là, donc on suit des enfants... Dans lesquels les 3/4 des acteurs sont pas des acteurs. Là. Oui, exactement, beaucoup d'acteurs, puis on suit, le film dure des années, là, on suit les enfants, puis ils deviennent plus vieux, puis de criminels et tout ça. La Cité de Dieu, c'est un film coup de poing, c'est vraiment un film visuellement incroyablement, mais aussi émotionnellement, c'est un film-là, tu peux pas écouter ça sans être un petit peu au moins troublé, là. Puis j'ai l'impression que c'est ce que Fukunaga a voulu canaliser comme feeling, sans jamais vraiment arriver au gravitas vraiment des situations horribles qu'il nous présente, parce qu'il nous présente des situations vraiment, je veux dire, il tue du monde à machette, puis c'est pas drôle là, mais il y a comme un détachement dans le fond, t'es pas pas assez impliqué là. C'est ça, il y a un point émotionnel qui est pas là, il y a pas de moment vraiment que tu te dis ouf, j'aurais peut-être pas dû regarder cette séquence-là, mais je suis content d'avoir fait. Il y a pas ça. Donc, je vous dirais, c'est à écouter quand même, parce que je dis qu'il faut encourager les productions de Netflix. Surtout si vous avez déjà Netflix, juste c'est ça. Cliquez dessus, il va y avoir un +1, puis écoutez-le pas au pire. Mais non, je vous dirais, c'est assez ordinaire. Moi, je donne un 6 sur 10, 6.5 sur 10. Mais c'est un très bel effort. Le jeu des acteurs est juste, c'est beau, la musique est oubliable. Mais ouais. Parlant de musique. Oui. Ben oui. Ben oui. La chanson de la semaine 2.
Alors, chanson de la semaine numéro 2, c'est une idée de Laurent. Donc, tu peux nous présenter la pièce? Oui, alors la pièce est intitulée Asgore, tirée du jeu Undertale, que probablement on va pouvoir vous parler après quelques minutes. Yes. Donc, Undertale, c'est un jeu indie, je pense. Hein? Oui, absolument. Ouais, je pense, ouais. Bon, ben, on vous fait jouer ça, on vous revient tout de suite après au Geek Contre-Attaque. Chronique Indie avec Laurent Maheu. Oh, Chronique Indie! Alors, ben oui, pour faire suite à la pièce musicale qu'on vient d'entendre, j'ai eu la chance de jouer à 2 jeux indépendants que je vais pas vous parler aujourd'hui, du moins un assurément. Il s'appelle Undertale. C'est un petit jeu à 10$ qui est vendu sur Steam seulement pour l'instant. C'est un jeu indépendant inusité. Donc, si vous êtes les personnes qui aiment les gros jeux AAA, probablement pas pour vous, mais si vous avez un peu d'argent et que vous êtes intéressé, c'est des choses différentes. Ça ressemble au jeu de Mother au Nintendo. Ok, donc Earthbound. Non, mais Mother, le prequel. Okay. Earthbound, c'était Mother 2 au Super Nintendo, qui est sorti, mais au Nintendo, il y avait eu Mother. Donc, les graphiques sont relativement laids, mais c'est voulu. C'est un style esthétique. Et dans ce jeu-là, si vous regardez des captures d'écran, vous dites, oui, je sais c'est quoi. Parce que il y a des ennemis. Ça ressemble à ce qu'on a vu des Il y a fight, items, des choses comme ça, puis tu dis, ok. Donc, un RPG qui semble classique à premier abord. Sauf que la particularité de ce jeu-là, c'est qu'on peut ne pas tuer les ennemis. Donc, il y a fight, on peut faire ça. Il y a un mini-jeu dans lequel il faut frapper la barre au bon moment pour que ça fasse des coups critiques. Ou on peut faire des actions. Et là, chaque ennemi a ses propres actions que tu peux faire. Tu peux lui parler, l'encourager, lui donner un câlin. Tu peux rire de lui, tu peux le pousser. Toutes des choses qui sont pas des vraies actions. Et c'est comme un mini-puzzle. Donc, t'en as un, il y a quelqu'un qui rit dans sa barbe. Fait que tu lui comptes une joke. Et là, il rit plus fort. Tu lui comptes une autre joke. Là, il te compte une joke, puis là, il faut que toi, tu ris. Et là, quand tu ris de sa joke, il est de bonne humeur, et t'as pas besoin de le tuer. Il y a un cheval avec des gros bras. Puis là, toi, tu
tu te plies les bras, il plie ses bras, et à chaque fois, à un moment donné, il plie ses bras tellement fort qu'il sort du combat. Et quand eux t'attaquent, au lieu que ce soit juste genre, ouf, tu manges 3, mais t'as ton petit cœur qui te représente dans une boîte blanche, et tu dois éviter les balles que le monde te tire. Les balles sont thématiques, et là, je vous décris ça y rend pas hommage, parce que tout ça change d'ennemi en ennemi. Il y a des combats contre les boss où est-ce que là, ils vont changer la façon dont ton cœur bouge dans la boîte. Ils vont tricher. Il va y avoir des combats avec des dialogues. Et le fait de pouvoir tuer personne, ça fait qu'on développe une relation avec les ennemis. C'est pas des ennemis aléatoires que tu vas marcher puis là, à chaque 6 pas, tu as un ennemi. Dans une zone, tu as rencontré tous les ennemis, tu sais fait, et tu vas tuer. Et même le boss à la fin, il veut pas te tuer. Il est obligé, mais il veut pas te tuer. Donc ça, c'est la musique du boss qu'on a entendu. Il y a, surprise, un boss secret. Il y a plusieurs fins, dépendant de comment tu joues. Des fins mineures, là. Il y a 3 fins principales et avec des variations dans les fins. Si vous aimez des choses nouvelles, encouragez ce gars-là. C'est Toby Fox. Qui a fait ça avec une seule personne, un artiste pour l'aider. Il a fait un Kickstarter qui demandait 5 000 $, il y en a eu 51 000, et le jeu, la trame sonore est excellente, les ennemis sont drôles, les combats de boss sont, je dirais, j'ai ri, mais vraiment surpris, ri quelques fois. C'est vraiment une expérience notable. Undertale, je vais mettre un lien vers Facebook sur la page. Je parlerai pas de mon deuxième jeu, je le garderai pour une autre fois. Yes. Parce que je pense que Conan veut nous faire une petite nouvelle Oui, pour nous réchauffer le cœur. Ben oui, j'ai Yes. trouvé une nouvelle tellement feel good, là, ça faut que j'en parle. Il y a un usager du site Reddit qui a mis d'avant, qui a trouvé, lui, un lien sur un channel YouTube d'un petit gars. Le channel s'appelle The Prehistoric Channel. Puis, quand il a découvert le channel, il y avait seulement 22 abonnés environ. Ouais, ça, il faisait des films, lui, avec des figurines de De dinosaures, dinosaures, exactement. mais avec une musique épique en arrière, t'as Exactement. l'impression. Puis, ils sont quand même vraiment bien faits, ces films. Pour un petit gars qui s'amuse avec ses jouets. Ouais, il y a 8-9 ans, je pense. Ouais, mais tu sais, on voit pas comme trop ses mains, c'est pas dans le même. C'est assez, mais l'affaire, c'est que, en dedans de 24 heures, là, il est rendu avec 29 340 subscribers, donc abonnés à son channel. Puis même lui, ce qu'il a dit, c'est comme, ben ça doit pas être vrai, ça doit être une erreur de YouTube. Tu sais, il est même pas. Il réalise pas, Il là. réalise pas que, tu sais, il y a comme une espèce de gros mouvement d'amour vers ce petit gars-là. Donc, je vous dirais, je vais vous, sur la page des geeks, on va vous faire un lien là-dessus. Allez voir ces vidéos, sont super cute, sont super adorables, mais c'est vraiment plus de se dire qu'on donne de l'amour à un petit gars qui s'attendait jamais d'avoir comme ça. Je trouve ça Qui fait des adorable. films avec ses bonhommes. Oui, exactement. Puis ça, c'est un des bons exemples de comment des fois Internet peut être autant encourageant que décourageant. Bon, ben, hey, c'est parfait. Sur cette note positive, tout d'abord, hey, merci à Monsieur Maheu. Ça fait plaisir. Ça faisait longtemps à Chronique Andy, si je m'ennuyais du thème. Ensuite, merci à Conan, bien sûr. Yes, ça me fait plaisir. Et merci à Mikey Boy. Donc, Ben, merci beaucoup. surtout, merci à vous autres, chers auditeurs. Merci d'avoir été là cette semaine. On vous revient la semaine prochaine à la même heure et au même poste. Salut les geeks! Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.